Allô? Allô, oui. Rebonjour. Donc, monsieur Cyril Bougeot, donc c'est encore Florian Lavigne de la web radio Ville Lumière. Donc, je suis avec mon ami JC, donc également animateur pour cette radio. Donc, nous avons quelques questions à vous poser. Parfait. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu très favorablement à notre demande. Pas de souci, c'est avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Donc, vous êtes animateur sur le groupe Canal+, notamment sur une chaîne de golf qui s'intitule Golf Plus. Voilà, exactement, oui, c'est simple. Le golf sur Canal, c'est sur Golf Plus. Voilà, donc je ne vais pas vous cacher que le golf, moi personnellement, je ne suis pas trop ce sport, malgré que j'aime y jouer de temps en temps. Donc, très bien. Voilà. Donc en fait, à première vue, il n'y a pas trop de parallèle entre ce sport et le football, mais il existe de plus en plus de joueurs professionnels, même des membres de staff de football qui pratiquent ce sport. Je pense à Antoine Comboiré, Alain Roche, Jérôme Alonso et certainement des autres. Et est-ce qu'il y a un... Et Laurent Blanc. Ah, et Laurent Blanc. Est-ce qu'il y a une comparaison avec ce sport à faire? Oui, il y a une comparaison, c'est que il faut savoir situer son corps dans l'espace et avoir une grosse capacité de concentration. Ce qui fait que, voilà, c'est pour ça que les grands champions, les grands footballeurs aiment aussi le golf, c'est parce qu'ils retrouvent dans ce sport-là, avec une intensité physique un petit peu moins importante. C'est vrai, la possibilité pour eux de se concentrer à un moment bien précis et d'effectuer un jet d'une précision assez chirurgicale. Et tous d'ailleurs disent, quand ils jouent au golf, que c'est le sport le plus difficile qu'ils aient eu à pratiquer. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose d'important dans le golf qui peut les aider aussi dans leur vie professionnelle. Ils me disent à chaque fois. C'est vrai que ça leur permet aussi de se concentrer un petit peu plus fortement à des moments très précis pour être au top de leur forme, même dans le football. D'accord. Pour illustrer vos propos, me vient en tête une interview donc de Jérôme Alonso qui dit effectivement que ça l'a aidé à garder toute sa concentration quand il jouait pas, et puis que au moment venu, qui mettait à bon escient ce qu'il avait appris dans le golf pour faire son excellente saison. Je crois que c'était en 2003-2004. Oui, effectivement, oui. Quand il regardait les buts du Paris Saint-Germain. Et c'est encore plus vrai quand c'est un gardien de but, parce que le gardien de but, vous le savez aussi bien que moi, pendant un match de football, il n'a pas forcément grand-chose à faire, mais il faut être bon à un moment très précis, sur un laps de temps très, très bref. Et c'est vrai que cette capacité de se concentrer à ce moment-là, le golf l'a peut-être aidé à avoir ce petit surplus de concentration à ce moment-là. Enfin, je pense que Jérôme est quelqu'un qui adore le golf, c'est vrai qu'il joue beaucoup, qui jouait beaucoup aussi quand il était au PSG, et j'imagine vraiment que ça l'a beaucoup aidé. Oui. D'accord. Et à part ça, comment vous jugez aujourd'hui l'effectif parisien? C'est un effectif tenu pour la Ligue des Champions. Vous disiez effectivement que je fais beaucoup de golf, c'est vrai. J'ai fait quand même beaucoup de football également quand j'étais beaucoup plus jeune, et quand je vais aussi sur Infosport à l'époque, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Infosport, et je travaille aussi pas mal sur Sport Plus, où on retransmet énormément de matchs de football, la Bundesliga, la Serie A, donc le football, je baigne encore dedans, même si je suis beaucoup dans le golf aussi.
Le Paris Saint-Germain, il est taillé pour la Ligue des Champions, il est taillé pour gagner évidemment le championnat, et enfin, il y a pas de souci là-dessus, je pense que les plus grands experts vous le diront. Après, pour la Ligue des Champions, il y aura peut-être un petit facteur chance, un facteur réussite, qui devra se mettre en place, arriver au quart de finale, demi-finale, ça joue parfois quand même sur pas grand-chose, et le Paris Saint-Germain a la possibilité d'aller très très loin dans les compétitions. Maintenant, il va falloir passer l'obstacle Bayern Leverkusen, et ça sera pas forcément évident malgré tout ce que l'on peut dire. D'accord. Justement, je disais hors antenne un peu qu'il fallait pas prendre ce match à la légère, pas le jouer en avance, parce qu'à mon sens, s'ils sont seconds du championnat devant le Dortmund, c'est bien qu'il y a une raison. Ah oui, c'est une très très bonne équipe de Bundesliga, une très très bonne équipe européenne, le Bayern Leverkusen. Alors c'est vrai que ça fait quelques années qu'on le voit un petit peu moins sur le devant de la scène en Ligue des Champions. Ils se sont reconstruits, ils ont refait un groupe performant, et maintenant ils sont deuxième derrière Bayern Munich, ils sont pas si loin que ça du Bayern en termes de points. Et ils sont devant le Borussia Dortmund, vous l'avez dit. C'est vraiment une équipe qu'il faut surveiller. C'est pas forcément le tirage le plus facile, c'est pas le plus difficile, mais c'était pas le tirage le plus facile pour la Ligue des Champions. Maintenant, honnêtement et sincèrement, quand on regarde le Paris Saint-Germain, quand on voit le PSG dans la phase de poule, à part le dernier match où il y a eu une petite gestion tranquille de la rencontre, le PSG favorise ça de façon sûre et certaine. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous suivez un peu la Bundesliga. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail cette équipe de Leverkusen? Alors, c'est une équipe, d'ailleurs, je tiens à préciser, qui sera sur Sport Plus ce week-end, puisque le Bayern Leverkusen va jouer face au Werder, et ce sera donc sur Sport Plus. C'est une équipe très joueuse, comme le sont toutes les équipes allemandes. Alors, il n'y a pas forcément de très très grosses individualités qui ressortent, mais c'est une formation qui est capable d'encaisser des buts, mais de pouvoir répondre aussi offensivement et d'aller marquer des buts. Donc c'est vraiment là où il faudra se méfier, c'est-à-dire qu'il faudra aller marquer des buts évidemment à cette équipe, mais derrière faire attention à cette capacité qu'a le Bayern Leverkusen à de temps en temps accélérer dans le jeu et à pouvoir déborder les équipes. Alors le Paris Saint-Germain, encore une fois, a un milieu de terrain très solide, des bases défensives très solides, donc normalement elle peut répondre défensivement aux attaques du Bayern, mais il faudra quand même se méfier parce que c'est une équipe très joueuse. D'accord. Et justement, en parlant d'équipe très joueuse, quels sont les points faibles de ce Paris Saint-Germain? Alors là, honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Il y a pas de point faible. Le seul point faible de cette équipe, c'est quand elle décide de ne pas vraiment jouer une rencontre ou de la prendre un petit peu à la légère. C'est le seul point faible qu'elle peut avoir. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire que son seul adversaire, c'est lui-même. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu vrai pour le Paris Saint-Germain, parce que quand cette équipe est décidée à prendre un match à bras-le-corps, elle a les individualités pour le faire. Devant, il n'y a pas de faiblesse. Quand on a Cavani et Zlatan Ibrahimovic devant, enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'équipes en Europe qui aimeraient avoir ces deux joueurs en attaque. Derrière, Thiago Silva, c'est monstrueux. Avec Alex, c'est pas mal quand même. Voilà, sur les côtés, c'est bien aussi. Non, il y a le milieu de terrain, j'en parle même pas. C'est juste monstrueux. Mais il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse chez Paris Saint-Germain. Il faut juste que cette équipe soit concentrée à 100% sur son match, sur son objectif à un moment donné. Et dans ces cas-là, je ne lui vois pas d'adversaire supérieur. D'accord. Vous parlez de sur les côtés que c'est bien, mais vous pensez pas que ça a matière à devoir s'améliorer? Je pense à un joueur comme Lavezzi, Menez ou Lucas qui sont un peu en dessous de ce qu'on peut attendre d'eux, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a des individualités plutôt sur le côté qui sont un peu moins mises en valeur, en tout cas qui se mettent moins en valeur que les autres. Vous citiez Lavezzi, c'est vrai que Lavezzi, un petit peu décevant. Menez, je pense que va pas rester très longtemps au Paris Saint-Germain, va sans doute partir
Après, est-ce qu'il aura un petit surplus pour cette fin de saison ou avant de partir, je ne pense pas. C'est pas un joueur qui semble très impliqué dans le Paris Saint-Germain à ce point-là. L'année, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse mieux. Lucas, il faut juste qu'il soit un tout petit peu plus réaliste, parce que sinon, au niveau du 1 contre 1 et de la capacité à éliminer, il est quand même bien au-dessus du lot. Après, il faut juste qu'il soit un peu plus réaliste devant le but et qu'il apporte peut-être un tout petit peu plus offensivement. C'est vrai que c'est un peu plus percutant. Oui, sur les côtés, il y a peut-être matière à s'améliorer du côté du Paris Saint-Germain, mais là, sincèrement, on chipote un petit peu. D'accord. Jean-Charles. Oui, bonjour Cyril, c'est votre animateur. Donc merci encore d'être avec nous ce soir. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire aussi que ce que je retiens de vous, en fait, c'est surtout le sourire espiègle d'Infosport. C'était toujours un plaisir de vous voir sur Infosport. Alors là, on vous y voit de moins en moins, vous êtes plus maintenant sur Golf Plus, mais c'est bien d'avoir un animateur avec le sourire, donc des fois ça peut être un peu tendu, mais bon, il faut se dire aussi que ce n'est que du sport. Voilà. Exactement, c'est ce que je dis souvent. Voilà, on va peut-être parler un petit peu de golf, mais j'aimerais savoir pourquoi, en fait, parce que vous étiez sur Infosport, pourquoi ce choix d'aller vers le golf, en fait? Est-ce que c'était un désir de votre part même, ou ça a été quelque chose de décidé? Oui, il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a eu le fait qu'avec Infosport, j'avais fait pas le tour, c'est un grand mot, mais j'avais fait quand même un petit peu toutes les émissions. J'avais participé à au lancement de cette chaîne depuis des années. J'étais arrivé un petit peu au bout de l'aventure, dans le sens où j'avais un petit peu fait le tour, oui, c'est ça. Vous savez aussi bien que moi que le quotidien d'une chaîne d'information sportive, c'est parfois usant physiquement aussi, mentalement, c'est-à-dire que tous les jours, on mettait à zéro les compteurs et on repartait sur une grosse journée, et qu'au bout d'un moment, c'était fatigant. Bon, voilà. Et j'avais envie d'autre chose, de découvrir autre chose, et j'ai une passion qui est celle du golf aussi. Et quand la chaîne Golf Plus est montée, et qu'on m'a demandé si ça m'intéressait de venir commenter du golf, ça tombait à ce moment-là où je me posais des questions, et tout naturellement, j'ai dit oui. J'ai dit oui pour changer un peu d'univers, découvrir autre chose, voir si j'étais capable aussi de commenter, parce que c'est un nouvel exercice pour moi. Je fais ça maintenant depuis 1 an et quelques, et c'est vrai que je prends énormément de goût à commenter du golf. Je m'éclate vraiment dans ce que je fais, et quand je ne commande pas du golf, je continue à faire de la présentation sur Sport Plus, puisque je suis un peu l'homme orchestre régulièrement sur l'antenne de Sport Plus, notamment les week-ends où je suis entre les différents événements quand je ne commande pas du golf. Donc je suis toujours à l'antenne. J'ai les bons côtés avec la présentation avec Sport Plus et les bons côtés des commentaires avec Golf Plus, donc tout est parfait. D'accord, donc vous diriez que c'est plutôt une question de passion plutôt que d'ambition? Oui, c'est une question purement de passion, d'ambition. Si vraiment j'avais été quelqu'un de très ambitieux, je serais resté à Infosport et j'aurais plutôt axé ma carrière sur le football. Je pense que j'aurais eu plus de chances d'avoir des choses encore plus intéressantes et plus importantes en termes de médiatisation. Là, non, c'est vraiment une passion pure. Le golf, j'adore ce sport. Je m'éclate vraiment à le commenter et ça reste pour l'instant une niche, c'est vrai, en France. Maintenant, j'espère fortement que avec la Ryder Cup en 2018 qui se profile à l'horizon, des joueurs que l'on a français qui commencent à être assez performants comme Victor Dubuisson, on va réussir à sortir le buzz de tout ça. Non, mais d'où vient cette idée donc, de la chaîne cryptée, de s'investir dans le golf? Alors, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de passer des Open, British Open, US Open aussi, je crois qu'ils passent aussi le trophée en France, là, je crois. Donc, l'Open de France, oui, l'Open de France. D'où vient cette idée? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit un sport très regardé en France aujourd'hui. Alors, d'abord, premièrement, c'est un sport historique de Canal. Depuis le début de Canal+, il y a du golf à l'antenne. Donc ça date évidemment du début des années 80. C'est vraiment un sport historique de Canal+. Canal+,
si vous voulez, il y a plusieurs chaînes dans le groupe Canal, évidemment, vous le savez, Canal+, Canal+, Sport Plus, je parle des chaînes consacrées au sport, diffusent du golf depuis donc, des années. Les majeurs, les grands événements sont sur Canal+, sur Canal+, Sport, pas de souci là-dessus. Mais il y avait toutes les semaines des tournois de golf que l'on n'exploitait pas à 100%, puisque nous avons les droits du golf, et on s'est dit, à un moment donné, ça serait quand même bien d'exposer ces droits que l'on a, et pourquoi pas créer une chaîne de golf pour que les passionnés de golf en aient pour leur passion, en tout cas, et puissent vraiment avoir des heures et des heures de golf. Donc voilà pourquoi cette chaîne a été créée, pour pouvoir permettre aux golfeurs passionnés, aux téléspectateurs du groupe Canal, qui ont la volonté de regarder du golf, de pouvoir avoir accès à ce service. Ils ont du jeudi au dimanche 8 heures de direct de golf tous les jours. C'est pas compliqué. 4 heures consacrées au circuit européen, 4 heures consacrées au PGA Tour, le jeudi, 4 heures le vendredi, 4 heures le samedi, etc., et juste le dimanche soir. Donc voilà pourquoi on voulait créer cette chaîne, pour leur permettre d'avoir accès à la totalité, en fait, du faisceau international que l'on reçoit à Canal+. D'accord, ok. Alors, j'aimerais aussi, donc, pour ceux quand même qui ne connaissent pas trop, en fait, l'univers du golf, que vous nous disiez un petit peu les différences qu'il y a, par exemple, entre, quand on parle de PGA Tour, le circuit américain, le circuit européen, comment ça se passe, en fait? En fait, il y a plusieurs circuits. Ouais. Il y a plusieurs circuits dans le monde du golf. Il y a le PGA Tour, qui est le circuit américain, voilà, sur lequel sont, il faut bien dire, les meilleurs joueurs du monde. Tiger Woods, Phil Mickelson, pour ne citer que, sont aux États-Unis, ce sont des Américains, évidemment, donc bon, c'est un petit peu logique, ils vivent sur leur sol et ils jouent sur les parcours qui sont aux États-Unis. Ça, c'est le PGA Tour. Et puis, il y a le circuit européen, qui s'appelle le circuit européen, c'est vrai, mais qui évolue beaucoup aussi en dehors de l'Europe. C'est-à-dire que là, on était pendant quelques épreuves en Afrique du Sud, on va aller également en Asie, on ira également aux Émirats Arabes Unis. Bref, le circuit européen s'est mondialisé parce qu'il fallait pouvoir permettre aussi aux joueurs qui étaient membres de ce circuit de pouvoir jouer toute l'année. Et vous savez bien qu'en ce moment, jouer en Europe, c'est un petit peu difficile avec les conditions météo. Il fallait pouvoir, face au mastodonte qu'est le PGA Tour, proposer aux autres joueurs qui n'avaient pas accès au PGA Tour la possibilité de jouer comme tournoi. Voilà pourquoi le circuit européen s'est associé au circuit asiatique, au circuit sud-africain, pour donner un maximum de tournois disponibles aux joueurs du circuit européen. Donc, ce sont les deux grands circuits, circuit européen, circuit américain. Après, vous en avez d'autres. Vous avez le circuit asiatique, on a un joueur français qui évolue, Lionel Weber, on a le Sunshine Tour, le circuit sud-africain également. Il y a plusieurs circuits, mais les deux principaux vraiment restent le PGA Tour et le circuit européen. Alors, donc on va venir maintenant, on va parler un petit peu des joueurs. Parce que, bon, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque où il y avait, moi je connaissais un petit peu Jean Van de Velde. Et puis, il y a eu aussi l'époque Levet. Et puis maintenant, arrive l'époque de Victor Dubuisson. Moi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce joueur qu'on commence un peu à connaître. Pourtant, ça fait un petit moment qu'il est là. On commence à connaître et qui commence vraiment à chatouiller les plus grands. Parlez-nous un petit peu de ce joueur. Bon, d'abord, c'est un joueur que dans le monde du golf, on connaît depuis très longtemps. Victor n'est pas très vieux, il a moins de 24 ans. Mais voilà, ça fait maintenant presque 10 ans qu'on connaît Victor. Pourquoi? Parce que c'était le plus jeune joueur, par exemple, à se qualifier pour l'Open de France. Le tournoi qui fait partie du circuit européen, qui se dispute chaque année en France, au golf national. Il n'avait que 15 ans lorsqu'il a participé à ce premier tournoi. Imaginez un petit peu. Donc c'est un joueur précoce, c'est un joueur très talentueux, tout le monde le dit. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'on se dit que c'est le joueur qui va sans doute être celui qui va permettre au golf français de franchir un cap. Et il a réussi à le faire. Il a réussi à le faire en battant les meilleurs joueurs du monde en Turquie il y a de cela quelques semaines. Il a vraiment franchi un nouveau palier. Voilà, le Turkish Open. Il a franchi un nouveau palier en gagnant ce tournoi qui est quand même
au passage dans les plus gros tournois de l'année. C'est vraiment pas n'importe quoi. Il n'a pas gagné un tout petit tournoi, il a gagné un des plus gros tournois de l'année. Et en plus, derrière, lors de la finale du tournoi européen qui se situe à Dubaï, il a aussi été en dernière partie, le dernier jour, jusqu'au bout. Il a essayé de lutter face à Henrik Stenson, même si c'est trop compliqué. Et pour en revenir à Victor, c'est le joueur qui a eu le meilleur classement mondial de toute l'histoire du golf pour les Français. Il est 32e à l'heure actuelle, ça n'avait jamais été fait. Jamais été fait. Même Thomas Levet, lorsqu'il avait été joueur de Ryder Cup et meilleur joueur du monde, meilleur joueur français à l'époque, se situe aux alentours de la 40e place. Donc voilà, Victor a franchi un cap, il est rentré dans le cercle très fermé des meilleurs joueurs du monde, du top 50, qui va lui ouvrir toutes les portes de tous les tournois les plus importants du monde. Et c'est là qu'on va voir maintenant quel est vraiment ce joueur, comment il réagit face à la pression, parce que là, il va disputer les plus grosses épreuves du monde l'année prochaine. Oui, on va vraiment savoir où est Victor. Oui, donc l'année prochaine, il est prévu en PGA, apparemment. J'ai pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il n'est pas membre du PGA Tour. Il va avoir la possibilité de jouer les 4 tournois majeurs, les épreuves de championnat du monde, et il va avoir des invitations pour discuter des épreuves du PGA Tour. Mais il n'est pas membre du PGA Tour. D'accord. C'est très compliqué. On est sur des calculs assez compliqués. En gros, il faut qu'il termine dans le top 125 de la money list du PGA Tour pour obtenir le droit derrière d'être membre du PGA Tour. Et là, il aura des invitations. Alors, il ne sera pas membre à part entière, mais il va pouvoir discuter un paquet de tournois du PGA Tour et se confronter toutes les semaines quasiment aux meilleurs joueurs du monde. Alors, effectivement, moi j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a eu un lien de cause à effet avec l'arrivée de Golf Plus, on a un joueur dans le top 50. Je ne crois pas. J'aimerais bien que ce soit le cas, ça serait familial. Mais non, on n'y est absolument pour rien, malheureusement. Non, ça c'est le talent de Victor qui a parlé. Nous, on ne fait que suivre ce bel événement qui est la victoire de Victor. Et on suit derrière Victor parce qu'on est derrière lui à fond, évidemment, du côté de Golf Plus, comme de la fédération aussi, qui lui a consacré une grosse partie de son magazine qui s'appelle donc En route pour la Ryder Cup 2018. Vous savez, la Fédération française de golf met en place un magazine récurrent où elle suit les différents joueurs qui vont sans doute pouvoir disputer cette Ryder Cup 2018. Victor en fait partie. Et le dernier épisode lui est consacré en très grande partie et on diffuse sur Golf Plus. Oui, on est toujours évidemment derrière Victor et on pousse pour qu'il continue ses belles performances. Et en plus, on a la chance, nous, d'avoir comme consultant à Golf Plus celui qui est sur mon genre, Patrice Barquez. Donc voilà, on est au cœur de ce qui se passe en ce qui concerne Victor. On sait évidemment qu'il dispute une année charnière, une saison charnière, et on va le suivre pas à pas, on va être derrière lui énormément. D'accord, ok. Donc Golf Plus, tous les jours, vous nous dites, donc c'est 8 heures d'antenne, hein. Du jeudi au dimanche. Du jeudi au dimanche, donc 8 heures d'antenne. Voilà. Okay. Parce que les tournois se discutent du jeudi au dimanche. Ok, voilà, c'est noté. Donc, Florian, si tu as d'autres choses à rajouter. Oui, j'aimerais revenir sur l'équipe de Leverkusen, si vous le voulez bien. Oui. Donc, d'après mes souvenirs, ils ont été en finale de Ligue des Champions en 2002, c'est ça? Je crois bien, oui, c'est cela, oui. Comment expliquer... C'était pas face au Real Madrid, non? Si, où il y avait la fameuse volée de Zidane en finale. Et le Michael Ballack qui perd la Ligue des Champions avec le Bavière et qui perd la finale de la Coupe du Monde également, me semble-t-il, avec l'Allemagne. Voilà, contre le Brésil avec 2 buts de Ronaldo. Voilà, exactement. Comment vous expliquez cette longue disette du club qui entre la finale de 2002 et aujourd'hui, quoi, finalement, parce que aujourd'hui, pas les suiveurs de la Bundesliga, on va dire aujourd'hui, le grand public redécouvre cette équipe en gros. Oui, mais c'est parce que c'est une équipe qui est sujette au cycle.
Ça avait été le cas du Borussia Dortmund aussi, on s'en souvient. Le Borussia Dortmund avait eu ses heures de joueurs et derrière, il y a eu un très gros creux, une page un petit peu plus sombre de l'histoire de ce club qui a eu du mal à revenir sur le devant de la scène. Et cette équipe est revenue sur le devant de la scène. C'est un peu le même cas pour le Bayer Leverkusen. C'est une équipe qui n'a pas réussi à sortir de très grands joueurs pendant un certain nombre d'années. Voilà, c'est comme ça, il y a des générations spontanées et il y en a d'autres qui mettent plus de temps à mûrir. C'était le cas pour le Bayer Leverkusen, qui n'arrivait pas à sortir les joueurs. Et derrière, il n'avait pas les moyens financiers non plus de rivaliser avec le Bayern Munich. Le Bayern, quand il met un joueur en Allemagne, en général, il met l'argent et le joueur vient. Du côté du Bayer Leverkusen, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une équipe qui doit compter beaucoup sur sa formation. Et pendant un certain nombre d'années, ça n'a pas été le cas. Donc voilà pourquoi aussi c'est une équipe qui a mis du temps à se reconstruire, mais qui est quand même restée parmi les équipes qui figuraient dans la bonne partie de tableau de la Bundesliga. C'est pas une équipe non plus qui a totalement disparu ou qui a été dans les fins fonds du classement. Voilà. En parlant du Bayern de Munich, moi j'ai une question, c'est qu'on a l'impression qu'avec l'arrivée de Pep Guardiola, que cette équipe est moins forte que la saison passée, du sens qu'ils dominent largement moins leur match. C'est une fausse idée ou c'est la réalité? Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera compliqué de faire mieux qu'une Open Caisse au niveau des trophées. Ça, c'est sûr que Pep Guardiola, la barre, elle est mise très très haute là pour lui. Moi, je pense que Pep Guardiola est arrivé, a voulu imposer un style et c'est plus difficile que prévu. Plus difficile que prévu parce que les joueurs ne répondent pas forcément exactement comme ils le souhaiteraient au style qu'il veut mettre en place. Je pense qu'il a un peu trop voulu transposer ce qu'il faisait au Barça, au Bayern Munich, et qu'il n'a pas forcément les mêmes joueurs à disposition. Donc voilà, c'est, je pense, là où se situe le problème. Effectivement, maintenant, quand on regarde les matchs du Bayern, c'est quand même une équipe qui domine son sujet et qui est capable de faire la différence à tout moment. Mais il y a peut-être effectivement moins ce côté rouleau compresseur comme c'était le cas la saison dernière. D'accord. Et est-ce qu'il fait toujours l'unanimité auprès des journalistes ou est-ce qu'il est encore beaucoup décrié? Pep Guardiola ? Oui. Parce que Guardiola, je pense qu'il... on l'avait vu dans les journaux allemands, parfois c'était dur. Alors les journaux allemands sont un peu durs aussi. Hein. Je veux dire ce qu'il y a, on est dans de la presse qui est parfois un petit peu compliquée à gérer, peut-être pas autant qu'en Angleterre, mais quand même, ça peut aller très très loin. Nous, en France, on est plutôt sympathique en règle générale quand même avec les entraîneurs. Est-ce qu'il fait l'unanimité? Oui, je pense qu'il l'a fait toujours. Après, ce sera au niveau des résultats qu'il aura, c'est là qu'il devra vraiment répondre aux critiques. Ce sera par le biais de ses résultats et des trophées qu'il peut ou non gagner, et il va le savoir très rapidement. Pour l'instant, ça se passe bien en championnat. Pour l'instant, ça se passe très très bien en championnat, puisque c'est une équipe qui est toujours invaincue. De mémoire, je crois que ça fait 41 matchs sans défaite d'affilée en championnat. Après, il y a eu le petit couac face à Manchester City, là, qui a vraiment, en Ligue des Champions, commencé à faire naître quelques critiques. Et je crois que Pep Guardiola, il a pour l'instant l'appui des journalistes, mais il ne faudrait pas que son équipe commette trop d'erreurs pour que ça finisse par lui tomber dessus. Ça pourrait arriver assez rapidement, je pense. D'accord. Juste une petite dernière question concernant le football allemand. Quelles sont les chances de la sélection pour la Coupe du Monde? La sélection allemande. Oui, moi c'est une équipe qui pour moi est dans le dernier carré. Voilà, dans le dernier carré de la Coupe du Monde, parce que c'est une équipe qui est ultra talentueuse, avec des joueurs de qualité mais exceptionnelle. Et moi je la vois au minimum demi-finaliste. Après, c'est la série, les séries, je ne sais pas comment ça va se dérouler pour elle, mais en tout cas, je la vois au moins demi-finaliste, ça c'est sûr. D'accord. Et si vous devez citer qu'un joueur de l'effectif du PSG, vous citerez lequel? Un seul joueur.
Ah, c'est compliqué, ça. C'est pas facile du tout. Moi, je citerai un joueur qu'on cite un peu rarement, qui pour moi est un homme essentiel, c'est Sirigu. Salvatore Sirigu. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, tout le monde se focalise sur Zlatan, sur Cavani, sur Thiago Silva, Thiago Motta, etc. Et Salvatore Sirigu, il est pour beaucoup dans les performances du Paris Saint-Germain, et je pense qu'il est sous-médiatisé. D'accord. Et en parlant de Sirigu, moi j'aimerais juste rebondir sur l'école de la formation en tant que de gardien en Allemagne. L'autre jour, j'ai vu une interview donc de l'actuel gardien de Sochaux qui est passé par Francfort, il me semble, qui disait que en Allemagne, ils travaillaient pas du tout pareil qu'en France, que les Allemands, ils restaient, on va dire, un petit peu moins sur leurs appuis. Et on sait que Manuel Neuer on va dire, a été un peu décrié pas pour cela. Et quel est votre avis là-dessus? Alors moi, je suis pas un grand spécialiste du poste de gardien de but, je vais vous l'avouer. Quand je joue au foot, j'étais plutôt aux avant-postes que derrière. Maintenant, chaque école est différente. Ils ont quand même sorti de très grands gardiens. Je reste persuadé que l'école française est un peu au-dessus en termes de gardiens. Il suffit de voir les gardiens qu'on arrive à sortir régulièrement et qui se classent parmi les meilleurs gardiens du monde très très souvent. Maintenant, Manuel Neuer, c'est vrai qu'il a peut-être quelques soucis sur ses appuis. Bon, globalement, c'est quand même un gardien de classe mondiale et politique qui va l'avoir dans les buts. Mais bon, spécifiquement, je suis pas vraiment capable de vous répondre sur les différences des gardiens de formation entre les gardiens allemands et les gardiens français. Là, je laisse ça aux vrais spécialistes du poste. D'accord. À mon sens, la différence entre le football allemand et le football français, c'est que le football allemand a privilégié de mettre leurs moyens dans les infrastructures plutôt que dans la formation, alors qu'en France, c'est l'inverse. Est-ce que vous êtes de mon avis ou pas du tout? Je pense qu'on n'est pas du tout sur le même modèle économique, c'est surtout ça qui est le vrai débat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun stade, il y a très peu de stades en France, ou d'infrastructures en France qui appartiennent au club. Donc c'est difficile pour les clubs aussi d'investir là-dedans. Donc voilà pourquoi les clubs se sont focalisés sur la formation, à juste titre, parce qu'on a quand même eu la possibilité de sortir de très grands joueurs. Maintenant, en Allemagne, ils ont quand même sorti aussi de très bons joueurs. Leur formation, elle n'est pas si mauvaise que ça, elle est même très très bonne. Il faut voir les Götze, les Özil et autres qui sortent. Je pense qu'il y a quand même de très très bons joueurs qui sortent. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le même modèle économique, donc c'est très difficile. Eux, ils vivent le football différemment de nous. Comme c'est le cas un peu en Angleterre aussi, où il y a une vraie vie autour du stade qui s'est organisée. Nous, c'est pas vraiment le cas. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les deux modèles. On est sur deux modèles de vie différents et deux philosophies aussi de football différentes. D'accord. Bah écoutez, j'ai plus de questions pour ma part. Jean-Charles, t'en as? Non, c'est... En tout cas, franchement, c'était super sympa. C'est fait un plaisir de vous recevoir, franchement. C'est un plaisir pour moi, plaisir partagé. Pareillement. Monsieur Cyril Bougeot, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci encore d'être passé. Au revoir. Allez, bonne soirée. Au revoir, merci. Bonne continuation, au plaisir. Au revoir.